Bonjour à tous, je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail et bienvenue pour cette webconférence qui est à la fois à destination des entreprises et des élus de CSE ou membres de commissions SSCT par exemple. Nous vous remercions d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre ces webconférences et vraiment merci de votre fidélité. Chez Jury Travail, nous avons souhaité nous mobiliser à vos côtés en vous faisant bénéficier de toute l'information juridique dont nous disposons, mais aussi en vous ouvrant notre réseau d'experts. Nous avons donc la chance aujourd'hui de recevoir Maître Fontana, avocate en droit du travail au barreau d'Aix-en-Provence. Bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous. Bonjour, merci à vous de m'avoir convié à ce webinaire qui, à mon avis, sera riche en informations au regard des actualités brûlantes. Nous avons également le plaisir d'accueillir Franck Martini, directeur du cabinet KTIS et psychosociologue. Il intervient depuis de nombreuses années dans le domaine de la santé au travail, notamment autour du lien entre facteurs humains et performance organisationnelle, et ce tant pour des entreprises que pour des CSE et CHSCT à travers des actions de conseil et de formation. Au-delà de son expertise, il est reconnu pour le caractère pragmatique et opérationnel de ses contributions. Bonjour à vous et merci d'être parmi nous. Oui, bonjour à tous. Merci également de m'avoir convié à ce temps de travail qui effectivement va aborder tout un tas de sujets qui préoccupent beaucoup de monde et sur lesquels on n'a pas forcément de réponse immédiate, mais enfin, on a quand même pas mal de choses à développer. Donc cette webconférence va traiter d'un sujet qui intéresse toutes les entreprises et tous les représentants du personnel, puisque nous allons parler du déconfinement et des mesures qu'il nous faudra mettre en place dans nos entreprises pour qu'il se passe le mieux possible. Donc, avant de démarrer, juste quelques informations que je tenais à préciser, ou à rappeler pour certains qui ont déjà assisté à nos webinaires. Nous avons mis à votre disposition une page sur le site Jury Travail. Donc, c'est www.jurytravail.com/coronavirus. Et cette page répertorie tous nos articles, dossiers, ainsi que les vidéos des précédents webinaires et les plannings des webinaires à venir. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Si vous avez besoin de conseils sur les sujets que nous allons aborder, mais des conseils un petit peu plus précis, beaucoup plus adaptés à votre cas concret, n'hésitez pas à contacter Maître Fontana ou Franck Martini, dont vous avez les coordonnées sur l'écran que je vous présente actuellement. Nous allons donc aborder plusieurs thèmes au cours de cette webconférence. Donc, tout d'abord, le document unique d'évaluation des risques. Nous aborderons ensuite l'hygiène et la santé au travail, le télétravail, dans quelles conditions, l'épineux problème des transports en commun pour les personnes qui habitent dans des grandes villes, et enfin l'attitude à adopter vis-à-vis des personnes à risque. Donc, nous allons nous lancer dans le vif du sujet avec le document unique d'évaluation des risques. Doit-on obligatoirement le mettre à jour? Certains élus et chefs d'entreprise considèrent en effet que c'est un problème extérieur à l'entreprise, donc qu'il n'est pas forcément nécessaire de le faire. Pourtant, il me semble que c'est le cas. Je vous laisse la parole, Maître Fontana. Oui, je vous remercie. Alors, je vous rejoins tout à fait. Il est évident que quand bien même la pandémie que nous sommes en train de vivre et de traverser est indépendante de la volonté de chacun d'entre nous, il n'en demeure pas moins qu'elle a un impact
dans le monde du travail et que la réponse est claire. Oui, le DUER doit être mis à jour. Alors pourquoi? Dans une période comme ça de crise, il est toujours important de se référer aux fondamentaux, à ce qui existe et à ce qu'on appelle le droit positif, qui doit nous servir de repère et de base de réflexion. Donc, l'article du Code du travail, c'est l'article 4121-1 qui dit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. J'ai envie de dire, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit ou presque, parce que le DUER, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend l'inventaire des risques, le classement de ces risques et les propositions d'action qui sont mises en place par l'employeur. Des moyens qui sont lesquels? Des moyens de prévention, d'information, de formation et l'organisation des moyens qui sont adaptés à chaque entreprise, mais dans chaque entreprise aussi à chaque poste et à chaque fonction. On sait que ce DUER, en tout état de cause, doit être mis à jour régulièrement. Il doit aussi être mis à jour chaque année et plus spécifiquement lorsqu'il y a une décision d'aménagement qui risque d'avoir des conséquences sur les conditions de travail et l'hygiène et la sécurité, et lorsqu'on a une information qui concerne l'évaluation d'un risque. Aussi, lorsque les salariés sont amenés à travailler dans le cadre d'une pandémie, donc dans le cadre de quelque chose qui est contagieux, il appartient à l'employeur de limiter le plus possible les risques de contagion du virus Covid-19 sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail. Dès lors, il appartient à l'employeur d'évaluer les risques liés à la pandémie avant de les retranscrire dans le DUER qui doit donc être actualisé. En ce sens, qu'est-ce qu'on a eu récemment comme directive? On a bien entendu le ministre du Travail qui a précisé qu'il incombait à l'employeur dans cette situation d'associer les représentants du personnel à ce travail et de solliciter, lorsque cela est possible, le service de médecine du travail et quand même le superviseur, si on veut, des conditions d'hygiène et de sécurité au sein même de l'entreprise. Moi, ce que je souhaiterais, c'est quand même attirer l'attention des entreprises sur le risque de sanctions lourdes et importantes auxquelles elles se prêtent si elles ne mettent pas à jour le DUER. Et en ce sens, on a eu des juridictions qui se sont d'ores et déjà prononcées. Je n'en citerai que 3, qui sont des ordonnances de référé qui ont été rendues dans l'urgence parce que des salariés ou des salariés reliés par leur syndicat ou instance représentative ont saisi le juge judiciaire afin d'attirer l'attention sur ce qu'on appelle un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent mettant en danger le salarié ou en tous les cas les salariés de l'entreprise. On a une ordonnance de référé d'avril donc de ce mois-ci qui dit grosso modo ce qu'il faut faire et 2 autres qui nous disent attention, il ne faut pas faire. La première donc qui est ce que l'employeur doit retenir pour éviter toute sanction, c'est qu'il a été jugé que cette situation de crise sanitaire est constitutive d'une obligation qu'on qualifie juridiquement de soudaine, nouvelle et impérieuse pour les employeurs, ayant pour effet de modifier de manière complémentaire et exceptionnelle leurs obligations générales d'appréhension des risques professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en résulte une obligation distincte et additionnelle d'évaluation des risques en tenant compte spécifiquement de l'épidémie Covid-19 et visant autant que possible à l'anticipation de manière exhaustive s'agissant de la santé et de la sécurité des travailleurs. Dans le cas d'espèce dont je vous parle, la société avait mis en place un ensemble de mesures de précaution et de prévention en appliquant concrètement et localement, ce qui veut dire sur chaque établissement ou chaque sous-établissement de leur groupe, des directives et des recommandations des pouvoirs publics et des autorités sanitaires, tout en étant en concertation, et ça c'est important de garder le lien avec les élus,
qu'il s'agisse du CSE, du CHSCT ou éventuellement des CNSST, et en prenant, à mon sens, ça c'est très important, avis auprès du médecin coordinateur des services de santé au travail. Dès lors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le DUER doit être mis à jour. Et preuve en est de cette affirmation et de cette confirmation du juge judiciaire, c'est qu'on a 2 ordonnances de référé, une du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2020 qui concerne la société La Poste, et l'autre, une ordonnance de référé du TJ de Nanterre du 14 avril 2020 qui concerne la société Amazon, où là, le juge a considéré que ces 2 sociétés qui certes avaient mis en place des mesures de prévention, qui avaient rappelé les gestes barrières, la distanciation sociale dont on nous parle régulièrement, qui avaient modifié aussi l'organisation du travail en fractionnant par exemple les horaires, les pauses, en modifiant une rotation des équipes. Malgré tout, il a été jugé que l'évaluation des risques, ce qui veut bien dire le DUER, induit par l'épidémie du virus Covid avait été certes prise en compte, mais qu'elle était insuffisante car elle ne permettait pas une maîtrise appropriée des risques spécifiques à cette situation exceptionnelle. Ce qui veut dire que la traduction, c'est que l'employeur ne peut pas, dans ce domaine de contexte épidémique, se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du gouvernement ou des autorités sanitaires compétentes. Ce qui était surtout aussi reproché à ces 2 grandes sociétés, sont des grands groupes, c'est que les représentants du personnel n'avaient pas été associés à l'évaluation des risques, alors même que le ministère du Travail le préconisait et qu'en tout état de cause, c'est préconisé dans le cas de l'établissement du DUER. Aussi, si l'employeur ne se prête pas à une explication, à un exposé exhaustif qui répond à toute situation au sein même de l'entreprise et à la spécificité des postes qui occupent ses salariés, la société va se heurter au juge judiciaire s'il les saisit, qui rendra, comme ça a été le cas dans ces 2 affaires, une ordonnance les enjoignant de respecter l'obligation de sécurité qui leur incombait et en les condamnant à restreindre leur activité le temps qu'elle procède, en y associant les représentants du personnel à une évaluation des risques professionnels liés au Covid-19, de sorte à ce que les mesures suffisantes soient prises pour protéger la santé des salariés, que ce soit à la Poste ou chez Amazon dans les entrepôts, puisque c'était le cœur du sujet. Mais cette décision, elle est transposable à toute situation où nous avons des spécificités avec des salariés qui connaissent une grande promiscuité dans leur lieu de travail et donc un risque accru de contamination. Donc, juridiquement, la réponse à votre question, c'est oui, le DUER doit être actualisé. À défaut, l'employeur s'expose à de lourdes sanctions par le tribunal judiciaire. Très bien, merci beaucoup, maître. Franck Martini, comment le remplir? Quelle mention doit-on y faire figurer concrètement? Comment le remplir? Je pense que d'abord, là aussi, il faut partir de la base. Le DUER, c'est la somme des évaluations des risques qui ont été réalisés et effectivement qui doit être accompagné des mesures qu'on juge propres à corriger ou à prévenir. Déjà, il me semble qu'il y a 2 éléments qui sont importants. C'est que il y a peu d'entreprises à ce jour qui avaient prévu une entrée risque infectieux. Donc, je pense que c'est l'entrée qui est adéquate. Et je pense également qu'il y a aussi tous les éléments qui sont relatifs à la gestion des risques psychosociaux. Pourquoi ce dernier point? Parce que l'anxiété qui est générée par la situation de contamination potentielle, la fragilisation qui peut être produite par la durée du confinement ou des formes de télétravail qui n'ont pas été suffisamment préparées, peut exacerber un certain nombre de difficultés. Donc, je pense que déjà, il faut l'aborder sur les 2 aspects.
Il y a un élément que je voudrais souligner qui me paraît essentiel, c'est que bien entendu, et comme il a été dit précédemment, se contenter de reprendre les recommandations, qu'elles viennent du ministère du Travail, qu'elles viennent d'autorités médicales, ne suffit absolument pas. C'est-à-dire que l'entreprise doit procéder à sa propre évaluation. Et c'est ça l'essentiel. Pourquoi? Parce que on va s'apercevoir que dans bon nombre de situations, la simple mise en œuvre des dispositions générales est totalement insuffisante. Je peux citer par exemple des situations de maintenance industrielle où lorsqu'on a à gérer un incident, bah, les gestes barrières, c'est très compliqué de les appliquer. Il y a bon nombre de salariés également qui travaillent chez des clients dans l'entreprise. Ça peut être des transporteurs routiers, ça peut être des ingénieurs dans des SS2I. Il y a aussi tous les personnels du médico-social, par exemple, qui sont confrontés aux résidents et aux usagers. Et la distanciation sociale, ben, elle ne peut pas se gérer comme, comment dire, très simplement. Donc, chaque fois, il y a toute une série de contextes particuliers qu'il faut prendre en compte. Prendre en compte pour mettre en place les mesures qui sont adaptées. Parce que si on se contente de faire l'évaluation des risques, bien entendu, ça n'a aucun sens. Alors, vous évaluez les risques et vous laissez les choses dans l'état. Donc, ça veut dire que ça doit être systématiquement accompagné de dispositions, de mesures qui visent à maîtriser l'exposition au risque. Donc, ces mesures-là, il va falloir les produire et les appliquer. Et là, je veux attirer l'attention de tout le monde sur un fait extrêmement important, c'est qu'il ne s'agit pas d'édicter ou d'écrire des mesures de prévention qui suivraient une évaluation. Encore faut-il être capable de les mettre en œuvre. Encore faut-il être capable de s'assurer qu'elles sont mises en œuvre. Parce que là aussi, il ne suffit pas de produire une procédure et de croire qu'elle va s'appliquer comme ça tout naturellement. Il faut veiller à ce qu'elle soit appliquée. Donc ça veut dire qu'on doit prendre des dispositions qui permettent non seulement, un, d'évaluer, deux, de prendre les mesures nécessaires, trois, de les mettre en œuvre, de les appliquer, quatre, de vérifier qu'elles sont effectivement appliquées. Donc ça veut dire que dans cette histoire-là, les entreprises qui n'ont pas de dispositif de prévention très élaboré, qui n'ont pas de ressources en termes de préventeurs ou autres, vont être particulièrement en difficulté et elles ont intérêt à réfléchir à la manière dont elles vont se débrouiller de ça. Autre élément aussi, du point de vue de la prévention en tout cas, qui me paraît extrêmement important, c'est que bien entendu, on évalue, on prend des mesures, on les applique, enfin bon, mais il est quasiment impossible de tout prévoir comme possibilité d'exposition. Donc il y a des situations qui sortent toujours de l'ordinaire, en tout cas du prévisible et de l'anticipable. Et quand ces situations arrivent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le salarié va s'exposer malgré tout? Est-ce qu'il va dire ben, moi je me mets en droit de retrait, quitte à ce qu'il y ait des situations de conflit ou des choses comme ça avec ou des dissensions avec l'employeur? Ça signifie très simplement que l'entreprise elle doit veiller à identifier les situations qui sont non exposantes, potentiellement exposantes, qui sont non prévues et permettre, parce qu'il y a des ressources, parce qu'il y a des référents, parce que elle a pensé la chose, qui puissent intervenir et prendre les décisions appropriées. Et je ne pense pas qu'il faille laisser les salariés eux-mêmes gérer les situations qui sortent du cadre. Et les situations qui sortent du cadre prévues, il y en aura nécessairement. Donc, ça veut dire, par exemple, l'intervention de gens qui sont issus des RH, ça veut dire des missions nouvelles pour le management de proximité dans ce cas-là. Ça veut dire que les acteurs qui seront positionnés là sur le fait de veiller que le dispositif de prévention fonctionne, il va falloir quand même à minima les informer, à minima leur dire quel est leur rôle. Donc, on n'est pas simplement sur le fait de retranscrire dans un document formel
une évaluation plus ou moins grossière des risques, mais de se pencher sur la réalité des situations et trouver des réponses qui soient réellement adaptées et opérationnelles. Donc, moi, je dirais que oui, bien entendu, il faut faire le document unique, mais ça ne suffit amplement pas. Il faut faire évoluer le dispositif de prévention à la mesure des questions nouvelles qui sont posées par la pandémie. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était très clair. Alors, je suis désolée, je vais faire un petit peu maître du temps. Vous êtes tous les deux captivants, mais on a de la concurrence derrière. Il paraît qu'il y a un Premier ministre qui va s'adresser à l'Assemblée nationale et il est probable que certains participants souhaitent également le suivre. Donc, on va essayer de rester un petit peu synthétique, enfin un peu plus synthétique peut-être pour la suite, même si c'est vraiment un sujet captivant. Donc, nous allons aborder le deuxième thème, donc l'hygiène et la santé au travail. Donc, maître, pouvez-vous… alors non, excusez-moi, une petite question pour vous, maître, que nous ont posé certains internautes. Est-ce que vous pourriez nous rappeler juste les deux référés dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, bien sûr. Il y a le premier, c'est un référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2020. Et le second, c'est l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 avril 2020. Le premier concerne La Poste, le deuxième concerne Amazon. Amazon. Merci beaucoup, maître. On en a beaucoup entendu parler dans les médias. Oui, tout à fait. Alors, sur l'hygiène et la santé, donc voilà, les obligations légales qui contraignent l'employeur sur la santé des salariés. Alors, pour raccourcir aussi, parce que c'est quand même réellement en lien avec le thème numéro 1, puisque le DUER est en lien avec l'hygiène et la santé. Il est bien évident que l'employeur, c'est une base acquise juridiquement. Ce sont les articles L4121-1 et suivants du Code du travail qui rappellent ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail envers tous ses salariés. Je le souligne parce qu'il ne faut pas en oublier. Hein. Il ne s'agit pas que des emplois CDI, non. Ce sont les CDD, ce sont les salariés en intérim, ce sont les sous-traitants. Donc, ça englobe vraiment tous ceux qui travaillent au sein de l'entreprise. Je voulais le rappeler. Les règles, elles sont simples, on les a évoquées. Monsieur Martini a parlé aussi de cette notion d'hygiène et de santé. Moi, je voulais attirer l'attention de l'employeur sur le risque pour lui si effectivement tout n'est pas mis en œuvre et pas que théoriquement dans le DUER, mais effectivement dans la pratique, sur le risque auquel il s'expose quant à la mise en perspective de sa responsabilité pénale. Parce que il se peut que dans le cadre de la pandémie, sa responsabilité pénale puisse être engagée s'il ne respecte pas les obligations qu'on a évoquées pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Au-delà de l'actualisation effectivement du DER, c'est dans la pratique que les choses doivent être mises en place. J'ai voulu dans cette partie, parce que ça m'a semblé important, on a évoqué la question des risques infectieux, c'est évident, mais ont été évoqués les risques psychosociaux. Lorsque le post-déconfinement va arriver dans 15 jours, l'employeur va falloir qu'il soit d'autant plus vigilant au respect des règles d'hygiène, de santé et sécurité de ses salariés, sous peine de quoi? Bien, de lourdes sanctions, notamment pénales, mais aussi de se voir invoquer des droits de retrait de manière individuelle ou collective de ses salariés et par conséquent de ne pas pouvoir faire redémarrer son activité, ce qui engendrerait forcément un impact économique et donc des conséquences sur l'intégralité des salariés de l'entreprise. Il est vrai qu'il y a deux sortes de salariés. On va l'évoquer tout à l'heure dans le télétravail. Il y a ceux qui vont retourner sur site, voire ceux qui n'en sont pas partis du site, où là, il y a déjà des mesures de prévention, de gestes, de matériel qui a été mis à disposition des salariés. Donc, on va être dans la continuité normalement, dans une reprise d'activité encadrée physiquement.
Et puis, il y a la question de ce télétravail. Et il ne faut pas les oublier dans l'aspect hygiène, santé et sécurité au travail. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur son lieu de travail qu'on ne doit pas bénéficier d'une hygiène et d'un cadre de santé préservé. Alors, il y a deux sortes d'entreprises. Hein. Il y a celles qui étaient habituées au télétravail. Donc, généralement, elles ont déjà un accord ou une charte de télétravail. Elles ont pu rapidement déployer leur organisation pour atténuer notamment les effets du confinement. Et puis, il y a toutes les autres, et elles sont bien plus nombreuses que ce qu'on pense, qui ont dû, dans l'urgence, quasiment de manière instantanée, donner aux salariés les moyens de travailler depuis leur domicile, sans aucune phase de préparation, ni de concertation préalable avec les organisations représentatives du personnel. Et là, je pense qu'il est important d'attirer l'attention de l'employeur et des salariés sur le fait qu'il doit y avoir une vigilance accrue et une attention particulière aux risques liés au télétravail. Quels sont-ils ces risques? Ils ont été référencés juridiquement. C'est le risque d'isolement, forcément renforcé par la situation exceptionnelle de confinement. Il y a aussi le risque d'hyperconnexion au travail. J'ai du mal à décrocher. Il y a aussi ce besoin de se rendre utile, de donner un sens à ce qu'on fait tous les jours. Il y a la problématique de la gestion de l'autonomie. Pour certaines catégories de salariés, il y a des difficultés dans l'organisation personnelle. Donc, à mon sens, c'est à l'employeur, là, de remettre en perspective soit les capacités de chacun, soit redistribuer les rôles au sein même des équipes pour veiller justement à ce que la gestion de l'autonomie ne devienne pas un problème. C'est ensuite, alors on est tous plus ou moins confrontés, mais l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, avec la séparation du temps, de l'espace entre le travail et les activités privées, qui est totalement bouleversé, le fait de travailler à la maison. Pas tout le monde a le lieu adapté pour, alors que, on le sait, il y a une possibilité pour les instances représentatives, si le salarié en fait la demande, que des représentants du personnel se déplacent dans le lieu où se fait le télétravail pour vérifier que toutes les conditions de travail sont optimales. Il y a aussi bien sûr la question du suivi de l'activité, du rôle des managers de proximité, du maintien du collectif pour garder un esprit de cohésion au sein même de l'entreprise. À mon sens, aujourd'hui, il va être très important dans le cadre de la poursuite du télétravail qu'on va aborder dans le thème d'après, que des solutions soient rapidement imaginées pour qu'une mise en œuvre dès que possible permette d'atténuer les risques accrus de cette situation actuelle de confinement, afin d'éviter toute atteinte à la santé et à la sécurité des salariés en télétravail, parce que le risque, ce sont les plus graves, j'ai envie de dire, c'est le burn-out, voire le suicide du fait de l'isolement du salarié. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Il y a le guide du télétravailleur. Je pense que M. Martini en parlera bien mieux que moi. Mais effectivement, je pense qu'il est essentiel que les mesures d'hygiène et de santé au travail s'intéressent, quand il n'y a pas eu de charte établie au sein de l'entreprise, à cette problématique et rapidement. Alors, le temps compte, mais je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, car ce sont souvent des salariés qui vont avoir du mal à manifester leur mal-être dans leur propre domicile. Voilà. Franck Martini, du coup, quel conseil pour reprendre le travail en toute sécurité, qu'on travaille dans un open space avec des collègues, en usine à la chaîne, où on a de nombreux internautes qui nous posent des questions là-dessus, quand on est commercial ou visiteur médical. Que doit-on mettre en place rapidement un peu dans ces différents cas? La première chose, me semble-t-il, c'est de considérer la sortie du confinement comme une phase transitoire. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire qu'on a le confinement, on a le déconfinement, dont on ne sait pas à l'heure où on parle combien de temps ça va durer, et après on a reprise de la situation normale. Cette phase-là de déconfinement n'est pas une situation normale. Ça veut dire que déjà, effectivement, il y a des enjeux qui sont des enjeux assez simples autour du port du masque, de la désinfection des lieux de travail, des gestes barrières, des choses de base, mais qui impliquent
de prendre des mesures à minima de mise à disposition du matériel, des procédures d'hygiène clairement communiquées. Donc, il y a un travail de fond à faire sur cet aspect-là. Mais il est probable qu'il y a aussi des contradictions entre le maintien de la distanciation sociale, la réduction de l'exposition potentielle au risque et le fonctionnement habituel. Donc, ça veut dire que, très simplement, hein, je vais prendre le cas de bureau, hein, tout simplement, on ne pourra pas avoir un respect réel des mesures préconisées dans des lieux qui fonctionnent comme habituellement. Donc, ça signifie ça qu'il y a des mesures qui doivent être prises du côté de l'organisation du travail. C'est-à-dire que si on est sur site aussi nombreux que ce qu'on était avant le confinement, ça va pas pouvoir être mis en place. Donc, ça va devoir faire réfléchir les entreprises à, par exemple, moduler les horaires, faire du travail en équipe, mixer le télétravail et le travail sur site, faire du roulement entre télétravail et travail sur site, par exemple. Et là, on n'est pas dans des mesures d'hygiène, on est complètement dans des mesures d'organisation du travail. Donc, ça signifie de planifier sur quelques semaines probablement cette phase transitoire avec l'ensemble des mesures qui vont permettre effectivement de créer un environnement où les mesures relatives à l'hygiène, à la distanciation sociale pourront être mises en œuvre. Donc ça, ça me semble, comment dire, une règle de gestion de la situation assez déterminante et qui va permettre aussi, par exemple, de régler des questions comme la restauration collective. On voit bien que sur cet aspect-là, hein, très concret, là, on ne peut pas rouvrir comme ça, de la même manière, dans les mêmes espaces, avec le même nombre de personnes. Donc, ça veut dire que les choses doivent bouger, et notamment en termes d'horaire d'ouverture. Sinon, c'est insoluble. Donc, ça, ou par exemple, encore, c'est un détail, mais enfin, quelles sont les règles d'usage des ascenseurs? Qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Alors, si on est dans des tours à la Défense, on voit bien que bon, on ne peut pas y aller un par un, quoi. Ça va poser des problèmes. Mais alors, comment le règle-t-on? Quelle est la bonne règle de conduite? C'est du détail, mais je pense que ça doit être pris en compte. Et le fait que ce soit pris en compte, c'est aussi un facteur qui permet de rassurer les salariés. Sur la question là, que vous posiez sur des commerciaux, des visiteurs médicaux, hein, enfin des salariés qui ont ce type d'activité. Alors évidemment, là aussi, on est parfois simplement dans du bon sens. C'est-à-dire que si je suis visiteur médical et que je continue, je me remets à exercer mon activité dans les conditions d'avant le confinement, je vais me retrouver dans des salles d'attente qui sont des lieux significatifs d'exposition. Donc, quelle stratégie à mettre en place pour éviter ça? Mais est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre des stratégies en modulant les moments de visite, hein, par exemple, et en tenant le fait que mes objectifs, c'est les mêmes qu'avant? Je crois que c'est pas possible non plus. C'est-à-dire que si les objectifs en termes de performance sont identiques à ce qu'ils étaient avant le confinement, pendant la période transitoire, on va nécessairement mettre des gens dans des contradictions. Il faut que j'atteigne mes objectifs, il faut que, comment dire, je me préserve, et on va les laisser seuls, finalement, régler le problème et la situation. Et ça, c'est pas possible. Parce que ce type de contradiction-là, il faut qu'elle soit posée clairement, qu'elle soit posée éventuellement dans le cadre du dialogue social avec le CSE ou le CHSCT, et que ces éléments-là soient débattus, parce qu'on va parler de choses tout à fait concrètes et pragmatiques. Si c'est à chacun finalement d'arbitrer
entre la préservation de sa santé, de sa sécurité et l'obtention de la performance ou simplement la réalisation du travail, on va mettre des gens dans des situations impossibles. On va avoir des salariés qui vont avoir des postures extrêmement diverses au sein d'une équipe, d'un collectif ou d'une entreprise, et on va créer en série tout un ensemble de problèmes. Donc, il faut être extrêmement attentif à anticiper ce genre de situation. Et on est bien là, j'allais dire, sur deux champs qui me paraissent déterminants sur ces histoires-là, le champ de l'organisation du travail et le champ du dialogue social, en mettant, comment dire, sur la table l'ensemble des dimensions qui sont relatives à la définition ou à la redéfinition des objectifs pour une période provisoire, au mode de comportement à adopter dans les situations concrètes et les situations réelles. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la question là qui a été posée. Merci beaucoup. Nous allons donc passer au thème du télétravail que vous avez déjà bien abordé, Maître Fontana. Du coup, je vais juste vous poser une question. Un salarié est-il en droit de le refuser, ce télétravail? Et autre question qui est fréquemment demandée par nos internautes, à quels frais l'employeur doit-il participer? Alors, pour répondre à cette question, à ces questions, je dirais que est-ce qu'un salarié peut refuser? Alors, s'il y a une situation, j'ai envie de dire, de mise en danger du salarié parce que justement le télétravail lui pèse, qu'il est dans un risque de burn-out ou manifeste des signes qui peuvent inquiéter et qui doivent alerter la hiérarchie, donc l'employeur, la question, elle se traite au cas par cas et ce sont les instances représentatives qui doivent faire le lien pour favoriser le dialogue et être à l'écoute d'un salarié qui tirerait la sonnette d'alarme. Par contre, légalement, le télétravail, il est légiféré. C'est le Code du travail qui dit dans son article L 1222-11, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement de poste rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Cet article, il a été écrit dans le cadre de la pandémie grippale H1N1 en 2009, où il y avait une anticipation. Mais en 2009, le télétravail n'était pas du tout aussi répandu qu'aujourd'hui, mais il sert de base légale à la mise en œuvre aujourd'hui du télétravail de manière exponentielle. Donc, juridiquement, le terme qui peut justement poser difficulté, c'est le verbe « la mise en œuvre du télétravail peut être considérée ». Est-ce que c'est « peut » ou « doit être considéré » ? Je pense que ce sera au juge de trancher la question, mais au regard tant des allocutions d'Édouard Philippe ou de la ministre du Travail, Madame Pénicaud, qui, elle, a dit le 22 avril, donc très récemment, et je cite, « Il ne faut pas que les salariés reviennent tous en travail physique à temps plein immédiatement. Un salarié peut très bien être en télétravail et venir dans 1 ou 2 jours par semaine, par rotation, pas le même jour que les autres. » Et Édouard Philippe, lui, de dire « Beaucoup de nos concitoyens se sont mis au télétravail, beaucoup peuvent le faire, beaucoup ont pu profiter de cette possibilité. » Là, il y a une appréciation à titre personnel. « Il va falloir que ce télétravail se poursuive dans la mesure du possible. » Donc, la perspective, c'est que pour éviter justement que tous les salariés se retrouvent en même temps au même endroit comme c'était avant épidémie, il va falloir trouver des solutions. Et la solution du maintien des salariés qui ont la capacité d'être en télétravail, quand bien même ça se réfléchit au cas par cas dans chaque entreprise, va devoir perdurer. Est-ce qu'un salarié peut dire « je refuse » ? Deux poids, deux mesures, à savoir s'il est en situation lui-même de danger, il va falloir qu'il en réfère à sa hiérarchie. Et à mon avis, moi, si j'étais sollicitée en ce sens, j'inviterais l'employeur à se rapprocher de la médecine du travail
pour solliciter une visite en urgence du salarié, pour voir s'il ne doit pas bénéficier d'un arrêt de travail. S'il est proche, ben, par exemple, c'est le burn-out ou d'un comportement à risque. Donc, il y a ce point de vue-là, et puis il y a l'interprétation de ce verbe peut-être considéré. Est-ce que dans un cadre de pandémie, le juge judiciaire permettrait aux salariés de revenir sur site? Réellement, je me permettrais d'émettre un doute et je pense que le juge judiciaire ne prendrait pas le risque de faire supporter à une société le retour d'un salarié en site, mettant potentiellement le risque de contagion à un degré plus élevé que ce qu'il ne doit être. Et très rapidement, donc en 2 mots sur les frais, l'employeur est-il tenu de participer à des frais ou pas du tout? Oui, sur les frais. Si il y a déjà une charte ou un accord, généralement, c'est prévu. À défaut, l'employeur doit participer aux frais dans la fourniture du matériel, donc normalement ordinateur, si besoin d'impression, imprimante, encre, ou à défaut, s'il n'est pas en capacité de fournir le matériel, indemniser l'employeur à hauteur d'un forfait qui se détermine. Il y a l'URSSAF qui a tiré des grilles qui existent depuis longtemps. Généralement, c'est 10 € quand on travaille un jour par semaine en télétravail, 20, 30, donc jusqu'à 50 € lorsqu'on est en télétravail 5 jours par semaine. Très bien, merci beaucoup. Franck Martini, donc Maître Fontana l'évoquait lors du précédent point, les risques psychosociaux liés au télétravail sont indéniables. Et là, du fait du confinement, j'ai envie de dire que ça les exagère sans doute encore plus. Et il y a le principe de la durée aussi qui commence à se faire sentir. Quelles précautions et quelles mesures doit-on prendre vis-à-vis des salariés dont on sent que le burn-out pointe peut-être, ou en tout cas que les risques psychosociaux sont vraiment importants? Oui, je pense qu'il y a des mesures à prendre pour l'ensemble des salariés. Avec d'ailleurs, je commence là-dessus, des points aussi qu'il faudra traiter. Je ne suis pas certain que dans une entreprise où des salariés ont dû rester sur site par des obligations d'activité et des salariés ont bénéficié du télétravail, on ne se retrouve pas demain avec un certain nombre de dissensions au sein des collectifs. Donc là, il y a quelque chose. Enfin, je pense qu'il faudra être vigilant et veiller à ça. Parce que j'ai quelques exemples en tête hein, où ça a pu impacter les relations entre les salariés. Deuxième point, je vais parler du télétravail, mais il ne faut pas déconnecter la question du télétravail de la question du chômage partiel. Parce que ça renvoie aussi cette histoire-là de chômage partiel à la question de la charge de travail. Est-ce que on a effectivement mis en place des mesures qui permettent d'apprécier que la charge de travail qui reste est à la mesure du temps qui reste également? Parce que dans beaucoup de cas, finalement, on demande de manière tout à fait implicite à des salariés hein, de faire une veille sur les mails, d'être assez réactifs, alors qu'ils sont censés travailler 20% du temps. Et on est là sur quelque chose hein, qui peut également être problématique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je pense que dans la période transitoire, donc dans la période du déconfinement, ça va être quand même extrêmement important de créer des espaces d'expression des salariés pour débriefer sur tout ce qui s'est passé. Parce que je pense que ça va être une source d'enseignement extrêmement riche pour la suite. Et ça va être aussi l'occasion de pouvoir communiquer, discuter, de permettre aux uns et aux autres d'exprimer finalement l'ensemble des difficultés qui ont été traversées. C'est-à-dire que là, on est typiquement dans des types de mesures qui sont à la fois des mesures préventives du point de vue des risques psychosociaux, mais qui sont aussi des mesures extrêmement intéressantes
si on pense à l'amélioration des modes de fonctionnement. Après, sur la question des RPS, il faut bien imaginer que la situation qu'on va trouver aujourd'hui va être très largement déterminée par la manière dont on a géré le télétravail pendant le confinement. A-t-on, par exemple, permis au management de proximité de connaître et de mettre en œuvre des éléments essentiels de management à distance alors qu'ils n'en avaient pas l'habitude? Est-ce que le contact avec les salariés a été régulier? Est-ce que là aussi, les tâches prioritaires et la nature des objectifs pendant le télétravail et notamment en chômage partiel a été redéfinie à peu près clairement ou pas? Donc, a-t-on maintenu le lien? A-t-on mis en place des outils qui permettaient de la visio, des réunions à distance? Et est-ce que finalement, on a ou pas combattu le sentiment d'isolement, et pas que le sentiment, la réalité de l'isolement, par le maintien d'un lien collectif à travers les nouvelles technologies? Est-ce qu'on a continué à se préoccuper ou pas de la question des conditions de travail, de la santé et de la sécurité? C'est-à-dire que quand on a eu une ressource, un préventeur, ou par exemple, ça peut être aussi une fonction partiellement dévolue aux ressources humaines, est-ce qu'on s'est enquis régulièrement des conditions d'exercice de l'activité et des problématiques qui pouvaient exister pour, comment dire, essayer d'apporter des éléments correctifs. Je crois que tout ça est essentiel dans la manière dont a été vécu le confinement et dans la manière dont le déconfinement en réalité va se passer. C'est-à-dire, est-ce que ça a laissé des traces, cette histoire-là, ou au contraire, est-ce que ça a donné le sentiment que ça a plutôt été bien géré? Le risque, c'est d'avoir laissé les gens plus ou moins isolés, de donner aux uns et aux autres un sentiment de désorganisation euh, euh, important, d'avoir fait perdre un certain nombre de repères, leur temps de travail, temps personnel, mais aussi des repères très effectifs dans la réalisation de l'activité. Je crois que les modes de gestion du télétravail vont être un des déterminants dans la manière dont les salariés vont aborder la période du déconfinement et déterminant aussi dans le niveau de confiance qu'ils vont pouvoir accorder à l'entreprise et à la direction. Je pense qu'il faut prendre la mesure de ça. Et il me paraîtrait, enfin, il y a nous, on a préconisé là depuis quelques semaines un certain nombre de mesures. Je pense qu'il faut, alors, soit que ce soit fait en interne par les ressources humaines quand elles en ont la possibilité, soit qu'on cherche des prestataires pour ça, mais mettre à disposition des lieux d'écoute pour les salariés, parce que évidemment tout ça a créé des situations de fragilité et qu'il est important de pouvoir les exprimer. Donc, est-ce que les possibilités de cette écoute-là ont été créées ou pas? Par ailleurs, à la sortie du confinement, est-ce qu'on est capable d'évaluer, de faire évaluer par les salariés comment les choses se sont passées et quels enseignements ils en tirent? Alors, on peut très facilement, par exemple, à ce niveau-là, mettre en place des questionnaires qui vont nous donner une cartographie et une image, finalement, des difficultés qui ont été vécues, rencontrées par les salariés. On est à la fois là aussi dans une logique un peu perpétuelle d'évaluation des risques psychosociaux, mais aussi dans quelque chose qui va nous donner des enseignements sur la manière dont on doit procéder dans la mise en œuvre du déconfinement. Et je conclurai sur un élément important. Les managers de proximité, et notamment au début, ont été très sollicités dans la plupart des cas, en tout cas moi dans les situations que j'ai pu observer, et probablement aussi mis en fragilité. Et je pense que c'est une population sur laquelle il faut aussi, comment dire, être soucieux par rapport au soutien dont elle peut disposer et par rapport à l'appui aussi qu'elle peut avoir de sa propre ligne hiérarchique. Ne pas oublier certaines strates ou catégories de population quand on va penser finalement les formes de mise en fragilité
issus du télétravail, du confinement et du chômage aussi à temps partiel, hein, qui est quand même un des éléments importants de l'équation qui nous est proposée aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, il nous reste, enfin, on est déjà hors délai en fait, mais il nous reste 2 points à aborder et pour ne pas grignoter l'audimat de notre Premier ministre, ce serait bien qu'on arrive à les aborder tous les deux à peu près 5 minutes montre en main. Donc, au niveau des transports en commun, donc, lorsqu'on habite en périphérie de grandes villes et qu'on travaille dans ces grandes villes, on est souvent amené à les emprunter. Est-ce qu'un salarié qui ne se sentirait pas en sécurité en les prenant peut exercer son droit de retrait ou pas du tout? Alors, je rappelle, essayez d'être rapide, même si vous êtes captivante. Synthétique. Le droit de retrait, c'est lorsqu'un salarié considère sur son lieu de travail ou dans le cadre de l'exercice de son travail qu'il se trouve dans une situation qui présente pour lui un danger grave et imminent. Certes, l'employeur est soumis à l'obligation de sécurité de résultat, donc il doit mettre en œuvre tous les moyens pour préserver d'un danger son salarié. Et pour autant, faut-il qu'il ait encore mainmise sur la situation. Ce droit individuel ne peut en principe pas être exercé, du moins si l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger, mais dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. La question du trajet, quand j'entends transport en commun, on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'une navette mise à disposition par l'entreprise. Par exemple, je prends les aéroports pour amener tout le personnel de l'avion à l'avion. Ce n'est pas ça. C'est prendre le métro, les bus, le tram. Donc, ce sont les transports en commun des collectivités. À mon sens, et c'est quand même ce que le ministre du Travail a rendu dans un avis du 19 mars 2020, dans ses points 5 et 6, si l'employeur n'a pas la capacité d'avoir mainmise sur la situation de danger, le droit de retrait ne peut pas être invoqué, car il doit être rattaché spécifiquement au travail et non à un risque global. Et lorsque le salarié prend son transport en commun, il s'expose à ce qu'on appelle juridiquement un risque global. L'employeur ne peut pas intervenir parce qu'il ne peut pas justifier d'un quelconque lien de subordination entre l'entreprise de transport et lui-même. Donc, il ne peut donner aucune directive à la société de transport. Et au sens strict, il n'a pas la main mise sur la situation de danger qui ne résulte pas du travail, mais bien du choix opéré par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail. Moi, je pense néanmoins que ce qu'il faut favoriser, parce que effectivement, ça va être des angoisses de salariés, c'est là encore le dialogue social pour essayer peut-être de décaler au niveau de l'entreprise la prise de poste. Il est bien évident que si vous devez prendre votre poste à 8h, 8h30, vous allez vous trouver dans le rush des transports en commun. S'il y a un décalage et que votre prise de poste, donc ça va être un aménagement des conditions de travail, est décalé, je vais dire, à 9h30, vous avez moins de risques de vous trouver dans un rush de transport. Mais le droit de retrait ne peut pas être appliqué dans ce sens-là. Très bien, merci. Et Monsieur Martini, du coup, y a-t-il d'autres dispositions à prendre en dehors justement du décalage des horaires Non, je vais être très bref. Hein, si on dit que finalement c'est la distanciation sociale, le port de masque et comment dire l'usage de gel hydroalcoolique qui sont des mesures de protection, bon, ben, on peut imaginer qu'on demande ça aussi dans les situations de transport en commun. Évidemment, la solution des horaires et de la modulation des horaires est quelque chose nécessairement à prendre en compte. Sauf que peut-être que ça va se heurter à des difficultés au sein de l'entreprise, parce que si on veut des rotations sur les sites de travail, tout le monde ne pourra pas commencer et finir à des horaires supposés plus fluides hein, dans les bus ou les métros. Donc, il va bien falloir prendre en compte cette dimension-là.
il sera quand même assez intéressant de voir comment la SNCF, par exemple, hein, ou la RATP ou les compagnies de transport vont elles-mêmes mettre en place des mesures qui répondent aux exigences hein, de distanciation sociale et qui impliquerait notamment des rotations plus importantes en acceptant le fait que bah, les taux de charge ou de remplissage hein, des avions, des trains, des métros soient à la mesure des nécessités d'hygiène hein, qu'il s'agit de prendre. Partant de là, effectivement, l'entreprise n'a pas la main. Tout ce qu'elle peut faire au-delà des horaires, c'est essayer de réfléchir et avec probablement les membres du CSE sur finalement quels sont les trajets et les modes de transport les plus adéquats et de se renseigner sur les dispositions prises par ces entreprises de transport. Très bien, merci beaucoup. Nous passons donc à notre dernier point sur l'attitude à observer vis-à-vis des personnes à risque. Alors déjà, il y a une première mesure qui a été annoncée, si mes souvenirs sont bons, c'était par le Premier ministre ou peut-être même notre président de la République lui-même, sur le fait que ces personnes à risque passeraient en chômage partiel et non plus en statut arrêt de travail. Alors, je vous le confirme. Alors aujourd'hui, c'est la loi de finances rectificative pour 2020 qui a été publiée le 26 avril dernier, donc dimanche, qui confirme changement de régime à compter du 1er mai 2020. Les personnes dites à risque, dont la liste a été dressée par le Haut Conseil de santé publique le 14 mars 2020, vont passer en activité partielle, alors que jusqu'à présent, ils étaient en arrêt de travail. Pourquoi est-ce qu'ils passent en activité partielle? Plusieurs raisons. La première, c'est parce que au-delà de 30 jours d'arrêt maladie, ils peuvent avoir une perte sous réserve d'une ancienneté quand même de 5 ans, ce qui est important, à 66% de leur salaire, alors que jusqu'à présent, ils étaient maintenus entre 100 et 90% de leur salaire. Donc, ils s'exposaient à une perte de rémunération. Pendant l'arrêt de travail, ils ne pouvaient pas acquérir des congés payés. Alors, dans le cadre d'une activité partielle, ils peuvent aussi acquérir des congés payés. La seule problématique, c'est que aujourd'hui, nous réfléchissons sur une liste du 14 mai 2020 sur les personnes qui ont été classées à risque et qui est exhaustive. Aujourd'hui, les caractéristiques de la personne vulnérable seront précisées par voie réglementaire pour l'application de cette loi à compter du 1er mai 2020. Donc, je ne suis pas en capacité de vous dire exactement quels sont les salariés qui vont être considérés comme étant à risque, même si je présuppose que la liste initiale soit va être légèrement diminuée, mais à mon sens, on va presque y coller. La question qui était posée, c'était, me semble-t-il, aussi le risque de dévoiler le secret médical par rapport à l'employeur. Oui, mais il faut vraiment faire vite parce que là, le Premier ministre parle dans 2 minutes. En 2 mots, pour éviter tout risque de dévoiler un aspect médical et donc qui relève de la sphère privée du salarié, c'est associer la médecine du travail qui est soumise, elle, au secret médical, qui sera à même de rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude dans le cadre de la pandémie pour être en activité partielle ou pas. Voilà. J'espère que ça suffit. Merci beaucoup. Monsieur Martini, du coup, comment protéger ces personnes peut-être un petit peu plus et essayer d'éviter de les stigmatiser vis-à-vis des autres collègues? Alors bon, protéger n'est pas stigmatiser, hein, ça c'est important à souligner. Oui. Après, moi personnellement, j'ai un doute sur la capacité des services de santé à pouvoir générer des visites médicales hein, et permettant de procéder à des inaptitudes. Et derrière, la question, c'est que pour savoir qu'une personne a risque, ben, dans ce cas-là, il va bien falloir qu'elle le dise ou qu'elle se retrouve en inaptitude. Donc, en règle générale, ça veut dire qu'elle le dise. Donc, il y aura des gens qui sont en fragilité qui ne le diront pas.
Donc, de fait, c'est la robustesse des dispositions de prévention générale de l'entreprise qui vont être déterminantes. Dans le cas où on le sait, parce que la personne l'a dit, et pas autrement, bien entendu, je pense qu'il faut repérer soit les périodes horaires, les lieux de travail qui présentent le moins d'exposition, et finalement prioriser ces personnes-là dans l'attribution des temps de travail ou dans l'attribution du télétravail, par exemple. Pour être très bref. Très bien, oui, donc effectivement, un petit peu aménager le temps de travail autour d'eux, enfin en les priorisant en tout cas au départ. Et les gens s'organisent un petit peu autour. En les priorisant à la condition qu'on sache. Oui, bien évidemment. Merci beaucoup. Vous avez été passionnants tous les deux. C'était un véritable plaisir de vous écouter. Merci pour la clarté de vos réponses. J'espère que le format de ce webinaire a plu à nos internautes. Donc, merci beaucoup, Maître Fontana. Je vous dis au revoir. Et merci à vous, Monsieur Franck Martini, également pour vos lumières. Donc, je vous remets donc juste les coordonnées, et je sais que vous les aviez redemandées, les coordonnées de Maître Fontana et de Franck Martini pour pouvoir poser des questions peut-être un petit peu plus précises. Je remercie tous les participants qui ont été très nombreux. Vous avez été presque 600 à certains moments. Donc vraiment merci de votre fidélité. Je vous rappelle que l'ensemble du dispositif coronavirus sur le site se trouve sur la page www.jurytravail.com/coronavirus. Et je rappelle également aux élus de CSE ou délégués syndicaux que nous avons mis en place des groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn afin d'échanger entre nous et de nous entraider. Voilà, merci beaucoup à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée.